que le Conseil national arménien et l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale a sollicité, a donné mandat à maître Philippe Kiporio dans le but de pouvoir dénoncer un manifeste qui se trouve sur le site du Conseil constitutionnel qui déclare au préalable la loi de la reconnaissance du génocide des Arméniens de 1915 comme une loi soit non normative, soit de normativité partielle. Dans ce cas, nous aimerions tous avoir davantage d'explications, et c'est pourquoi j'ai sollicité Maître Philippe Kiporio pour qu'il puisse intervenir. Merci. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, l'actualité nous conduit naturellement à nous interroger sur la juridicité et plus spécifiquement la constitutionnalité de la loi numéro 2170 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915. Cette loi a inauguré en France ce qu'on peut appeler véritablement une justice restauratrice de la dignité humaine par le jugement de la loi et non pas du juge. Je m'explique. Le 24 mai 1915, la France dénonce publiquement, internationalement, le crime imprescriptible de génocide, même si le terme n'existait pas à l'époque, face au massacre d'Arméniens par le gouvernement ottoman. Elle indique avec la Russie et l'Angleterre, dans le cadre de ce qu'on peut appeler aujourd'hui, sur le plan du droit international public, un acte unilatéral, qui va l'engager politiquement et juridiquement, qu'elle tiendra pour personnellement responsable les agents et autorités ottomans impliqués dans de pareils massacres. La France, l'Angleterre et la Russie dénonçaient les nouveaux crimes de la Turquie, laissant entendre bien évidemment que ceci faisait suite à d'autres. On pense bien sûr au massacre de 1894-1896. En 2001, la France va établir juridiquement le crime de génocide. En 1944, le terme créé par Raphaël Lemkin existe. Il a même été incorporé dans la Convention de décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, dans le Code pénal français. Donc la France n'a pas de mal à qualifier juridiquement ces faits de l'histoire incontestable, les rendre opposables à l'ensemble des personnes placées sous la juridiction de la France. Le 23 janvier 2012, avec la loi Boyer-Krikorian, la France réprime la contestation des crimes imprescriptibles de génocide et choisit comme critère d'identification de ce crime le critère de la reconnaissance par la loi. Donc nous avons été quelque peu interloqués d'apprendre que certains parlementaires avaient décidé de saisir le Conseil constitutionnel. Il est vrai que dans la Constitution, l'article 61 permet à 60 sénateurs ou 60 députés, de même que au président de la République, au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, de déférer une loi qui a été votée par le Parlement définitivement à la censure éventuelle du Conseil constitutionnel qui est chargé d'examiner la constitutionnalité des lois adoptées par le Parlement. Mais, comme tout droit, ce droit est susceptible d'abus. Et c'est bien ce à quoi nous assistons aujourd'hui, depuis le 31 janvier 2012, date de la saisine effective du Conseil constitutionnel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, et cela est très facile à vérifier, sur le site internet officiel du Conseil constitutionnel, en annexe à une décision du 21 mai 2005, relative à la loi d'orientation et de programme sur l'avenir de l'école,
figure une publication officielle, donc du Conseil constitutionnel, par laquelle celui-ci désigne, c'est donc une véritable mise à l'index comme l'a dénoncé le commissaire Tricorian par une lettre 8 août 2011 à Jean Debré, président du Conseil. Dans cette brochure, donc, le Conseil désigne la loi du 29 janvier 2001 comme étant non normative, ou à tout le moins dotée d'une normativité incertaine. Cela est établi par la lecture du site officiel. Cela, nous l'avons avec M. Atramian, président du Conseil national d'Arménie occidentale, établi par 2 constats d'huissier, donc cela est incontestable. Donc nous avons toutes les raisons sérieuses de penser que le Conseil constitutionnel a condamné d'avance la loi de 2001 s'il devait en être saisi. Or, aujourd'hui, par la saisine du 31 janvier 2012, le Conseil constitutionnel est potentiellement saisi de l'examen de la loi du 29 janvier 2012. En effet, dans sa jurisprudence, qui remonte assez loin, aujourd'hui plus de 25 ans, et on peut citer une décision notamment de 1985, le Conseil constitutionnel juge que, à l'occasion de l'examen d'un texte de loi dont il est saisi principalement, il peut incidemment connaître de la constitutionnalité d'un texte que le nouveau texte dont il est saisi au principal va modifier. Or, c'est bien ce que fait ou compléter la loi de 2012, puisque la loi du 23 janvier 2012 va s'appuyer sur la loi notamment de 2001, en incriminant le fait de contester un génocide établi par la loi. Donc, quand la France en 2001 reconnaît le génocide en 1915, elle ne prévoit pas de sanction. Et précisément cette sanction, la protection par la loi pénale, est apportée par la loi votée le 23 janvier 2012. Donc, étant saisi de la loi votée le 23 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'examiner la constitutionnalité de la loi du 29 janvier 2001. Cela ressort expressément et directement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel elle-même. Revenons un moment, si vous voulez bien, maître, sur la transposition de la décision cadre. Alors, je vais simplement rappeler le contenu très général de cette décision cadre du Conseil de l'Europe du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, et sa transposition en droit pénal français a effectivement une importance juridique pour tous les citoyens français concernant les génocides reconnus par la loi française, dont le génocide des Arméniens. Alors je tiens à préciser qu'au sein de l'article 1er, il y a plusieurs critères, et le dernier critère, le critère C, l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publique des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale, visant un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, lorsque le comportement est exercé d'une manière qui risque d'inciter à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe. Néanmoins, l'article 4 de cette décision précise la chose suivante. Tout État membre peut, lors de l'adoption de la présente décision cadre, ou ultérieurement, faire une déclaration au terme de laquelle il ne rendra punissable la négation ou la banalisation grossière des crimes visés au paragraphe cité, que si ces crimes ont été établis
par une décision définitive rendue par une juridiction nationale de cet État membre et ou une juridiction internationale ou par une décision définitive rendue par une juridiction internationale seulement. Alors, je tiens quand même à préciser que concernant la question du génocide des Arméniens, dans l'article 230 particulièrement du traité de Sèvres, les États s'étaient signataires du traité international, s'étaient engagés à mettre en place un tribunal international pour juger justement de l'ensemble des actes criminels qui ont eu lieu en Arménie, puisque c'est décidé en Arménie. Et là, il se trouve que les États n'ont pas été au bout de leur engagement, et j'ai du mal à comprendre comment on peut, sans avoir été au bout de cet engagement, mettre en cause aujourd'hui les survivants et mettre en cause une reconnaissance du génocide, voire une transposition phare, dans la mesure où ce sont les États qui sont responsables. On voudrait avoir votre avis sur ça. Alors, sur la transposition de la décision cadre, il y a une chose importante à préciser tout de suite, c'est que il s'agit, cette décision cadre, d'une norme du droit de l'Union européenne. Ça a été décidé par le Conseil de l'Union européenne, qui à l'époque d'ailleurs était présidé par la France, et cette norme s'impose aux États membres. Les États membres sont tenus, dans les traités, de donner une effectivité à ce qui a été décidé par le Conseil de l'Union. Ils ont donc une obligation de résultat. L'Europe leur laisse simplement la liberté des moyens constitutionnels pour parvenir à ce résultat. Concrètement, ça veut dire, si cette décision cadre devait être transposée par un décret, vous faites par un décret. Si, dans votre constitution, vous devez la transposer par une loi, ben, vous le ferez par une loi. S'agissant d'une matière de droit pénal, le droit pénal, la procédure pénale étant, dans l'article 34 de la Constitution française, du domaine exclusif de la loi, il faut donc une loi pour transposer la décision cadre du 28 novembre 2008. C'est une obligation à la fois de droit de l'Union, mais également une obligation constitutionnelle. Donc il n'y a pas à décider ou à délibérer plutôt de la question de savoir si le négationnisme, c'est-à-dire l'apologie, la banalisation grossière ou la contestation publique de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide, doit être traité par le droit pénal. Cette question a été réglée définitivement le 28 novembre 2008. Il faut traiter par le droit pénal le négationnisme. Donc, on ne voit pas tellement ni l'intérêt ni la pertinence des critiques de ces parlementaires dont je parlais tout à l'heure, concernant la constitutionnalité de la loi, puisque cette loi n'est qu'une mesure d'exécution d'une norme supranationale qui a été prise en amont il y a plus de 3 ans par le Conseil de l'Union, norme que la France est tenue d'inscrire dans son corpus législatif. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même précise dans sa jurisprudence que lorsqu'il est saisi d'une loi qui transpose une directive dans le régime juridique voisin, il est enfermé dans un cadre juridique précis, puisqu'il doit d'une part vérifier si la directive ne méconnaît pas des règles et des principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France, d'une part, et d'autre part, il ne pourrait censurer une loi de transposition d'une directive qu'à la condition que cette loi soit manifestement incompatible avec la directive que la loi française a pour objet de transposer. Donc le critère ici important à retenir, si l'on veut suivre et contrôler ce que va faire le Conseil constitutionnel, c'est de savoir si la loi Boyer-Crécorien
répond à cette exigence de transposer donc fidèlement, ou à tout le moins de ne pas transposer de façon manifestement incompatible la décision cadre du 28 novembre 2000. Alors, Monsieur le Président, vous avez évoqué effectivement une disposition importante de cette décision cadre, le paragraphe 4 de l'article 1er, qui, il faut bien le constater à la lecture de cette décision cadre, rompt avec l'économie générale de cette norme communautaire, dont l'objectif est quand même, il faut le rappeler, de faire en sorte que le négationnisme soit traité par le droit pénal sur tout le territoire de l'Union européenne, sur le territoire donc des 27 États membres. Et dans ces considérants et dans le texte, dans le corps de la décision cadre, il est dit expressément que les États pourront élargir le champ d'application à d'autres critères que ceux retenus dans l'article 1er. Donc ce paragraphe 4 qui va permettre à certains États, par une déclaration unilatérale, par ce qu'on appelle en droit international public des réserves, de limiter le champ d'application de la décision cadre, va à contre-emploi et donc ne trouve aucun fondement dans le corps même de la décision. Mais au-delà de cette analyse formelle, ce paragraphe 4 se révèle contraire au droit de l'Union européenne puisqu'il est discriminatoire. Dans la mesure où il va, et malheureusement ça a été la volonté politique des États qui l'ont inséré, on y voit bien sûr la main de la Turquie qui a fait pression notamment sur la France qui présidait de l'Union européenne pour insérer ce paragraphe 4. Et ce paragraphe 4 donc va exclure de fait de la protection de la loi pénale la mémoire des victimes de crimes qui n'auraient pas été établis par une juridiction internationale. Comme par exemple, ce pourrait être le cas pour les victimes du génocide arménien ou le cas de l'esclavage et de la traite. Le troisième point vraiment important, c'est que ce critère, c'est-à-dire réduire la protection de la loi pénale aux faits établis par une juridiction internationale, est faux historiquement et juridiquement jusqu'au 1er juillet 2002. En effet, lorsqu'on fait l'analyse de tous les standards internationaux, à aucun moment de l'histoire jusqu'à cette date, ce n'est une juridiction internationale qui a établi les faits criminels, les faits internationalement illicites. Lorsqu'on part de la déclaration du 24 mai 1915, ce n'est pas une juridiction qui a pris acte de ces faits qu'il a dénoncés, c'est trois puissances mondiales qui jouaient le rôle de législateurs internationaux qui ont dénoncé ces faits. Lorsque, en ce qui concerne le tribunal pénal international de Nuremberg, il s'est agi de sanctionner les grands criminels nazis, ce n'est pas le tribunal qui a établi des faits. Ces faits ont été établis antérieurement par l'accord de Londres 1845, c'est-à-dire par les quatre puissances alliées, victorieuses, France, Angleterre, Russie et États-Unis. C'est eux, ce sont ces États, jouant là encore le rôle d'un législateur mondial, qui ont établi les faits criminels. Ils ont, ces États, créé une juridiction ad hoc, spécialement chargée de juger et de condamner les grands criminels nazis, dont les forfaits n'étaient pas géographiquement localisables. Donc le tribunal était tenu par le statut créé par l'accord de Londres et auquel il est annexé, et sa tâche, je répète, n'était pas d'établir les faits ont été établis antérieurement, avant qu'il ne soit lui-même créé, et ce tribunal n'a fait qu'imputer à telle ou telle personne qui était déférée devant lui des faits de crimes contre la paix, crimes contre l'humanité, parce que le génocide n'était pas, ne figurait pas d'ailleurs dans le statut du tribunal pénal international de Nuremberg. De même, plus récemment, 1993-1994,
des affaires de l'ex-Yougoslavie du Rwanda, ce n'est pas un tribunal international qui a établi ces faits. Ces faits ont été établis par le Conseil de sécurité, par des résolutions, au vu de rapports d'experts internationaux indépendants et concordants, qui montraient qu'il y avait sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et le territoire du Rwanda des faits internationalement illicites qu'on pouvait qualifier de génocide et crimes contre l'humanité. Donc, là encore, dans sa fonction de législateur mondial, le Conseil de sécurité a établi ces faits, il a créé des juridictions internationales ad hoc, spécialement établies pour juger ces faits, lesquels ont condamné lorsque les auteurs présumés de ces faits étaient convaincus effectivement de les avoir commis. Donc, ce critère, en ce qui concerne la période antérieure au 1er juillet 2002, est faux, puisque nous ne trouvons aucun exemple dans l'histoire de juridiction internationale qui aurait établi des faits. Et cela n'est pas possible, logiquement. Cela va contre le bon sens. Comment une juridiction internationale qui n'existe pas pourrait-elle établir des faits qui ont été commis avant qu'elle soit elle-même créée? Puisqu'elle ne peut pas à la fois être législateur et juge. Il y a quand même un principe, qui est d'ailleurs un principe constitutionnel en France, de séparation des pouvoirs. Il est vrai qu'à partir du 1er juillet 2002, c'est-à-dire la date d'entrée en vigueur du statut de Rome, c'est-à-dire du statut de la Cour pénale internationale, oui, ce critère pourra être opérant, puisque la Cour qui a été créée par le 17 juillet 1998, donc par le statut de Rome, sous l'égide bien sûr de l'ONU, va avoir pour tâche de juger les faits et les personnes qui se sont rendus auteurs de ces faits internationaux illicites à partir précisément du 1er juillet 2002. Donc là, on comprend la chronologie. Donc, pour revenir au paragraphe 4, l'article 1er de la décision 4 du 28 novembre 2008, ce qui est choquant, c'est pas tellement que ce critère ait été choisi, c'est le critère de l'identification des faits par une juridiction internationale, c'est qu'il soit exclusif d'autres critères et que le Conseil de l'Union n'ait pas pris soin de discriminer dans le temps les faits que nous connaissons, puisqu'ils appartiennent à l'histoire, et ceux, malheureusement, qui surviendraient dans l'avenir. Donc, ce critère dans la majorité exclusive, il est discriminatoire, puisqu'il va empêcher les victimes et les descendants de victimes de génocide et crimes contre l'humanité établis par la loi, par exemple, ou par un organisme international tenant lieu de législateur mondial, de pouvoir être protégés efficacement. Or, il ne peut pas être dans la volonté du Conseil de l'Union, dans la mesure où il affiche clairement sa volonté de punir le négationnisme, d'avoir exclu ces victimes de génocide. Donc, ce paragraphe 4 est contraire au droit de l'Union, et c'est pour cette raison que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dont j'ai saisi le Conseil d'État français le 30 juin 2020, j'ai demandé au préalable, avant des mois, qu'il soit posé par le Conseil d'État à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de la validité de ce paragraphe 4 de l'article 1er de la décision 4, de telle sorte que, une fois invalidé par la Cour de Luxembourg, nous puissions obtenir une transposition conforme au droit de l'Union et conforme à notre Constitution. Alors, c'est encore cette raison qui a fait que le 20 janvier 2012, puisque cela était en son pouvoir, j'ai demandé au président de la République, Nicolas Sarkozy, de retirer la réserve qui a été faite par la France le 28 novembre 2008, de telle sorte que l'on puisse avoir une loi de transposition qui respecte notre Constitution, puisque notre Constitution commande qu'une loi de transposition se fasse, bien sûr, conformément au droit de l'Union européenne. Cela était d'autant plus facile que Madame Alliot-Marie, qui présidait le Conseil de l'Union au nom de la France, le 22 décembre 2011, a voté la proposition de loi tendant à la pénalisation du négationnisme, donc ce qui veut dire qu'intellectuellement et politiquement,
celle-ci avait retiré la déclaration qu'elle avait faite le 28 novembre 2008 au nom de la France. Je regrette que le chef de l'État n'ait pas cru utile de répondre à ma demande, et cela crée effectivement une incertitude dans la perspective du contrôle de constitutionnalité, non pas en raison de la loi Boyer Krikorian du 23 janvier 2012, dont la constitutionnalité intrinsèque ne peut à aucun moment être suspectée, puisque, je répète, elle ne fait que transposer une décision, et simplement à cause de ce mécanisme juridique, en raison de ce paragraphe 4, article 1er, donc ça c'est la responsabilité du Conseil de l'Union, c'est pour cette raison que nous adressons à la Cour de Luxembourg, en raison de la déclaration de la France, qui à tort a fait cette déclaration discriminatoire, en raison du refus infondé juridiquement du chef de l'État de retirer cette déclaration, cette réserve, donc cette déclaration au titre du paragraphe 4 de l'article 1er de la décision cadre. Voilà ce qu'on peut dire sur la constitutionnalité. Donc si il y a un problème, ne viendra pas de la loi, ni 2001, ni 2012, il viendra d'un mécanisme que les instances de l'Union européenne ont mis en place, et il viendra de l'inertie des autorités politiques françaises, et notamment du chef de l'État. Mais en amont, je fais ce développement sur le fond pour dire que nous ne craignons absolument pas le fond, parce qu'on peut considérer, ce serait mon appréciation si j'avais à juger en tant que juge constitutionnel l'affaire, je dirais que dans la mesure où le chef de l'État s'est engagé à Yerevan, le 6 octobre 2011, devant la nation arménienne, devant le peuple français également, à légiférer, on peut considérer que, au moins politiquement, cette déclaration vaut retrait de la déclaration de la réserve de 2008, et ce qui veut dire que la France a affiché sa volonté de faire en sorte que, notamment, la mémoire des victimes du génocide arménien soit efficacement protégée par la loi pénale. Donc, ce qui voudrait dire que si on rejoint, si on prend comme critère la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la loi de 2012 n'est pas manifestement incompatible avec la décision cadre du 28 novembre 2008 qu'elle a pour objet de transposer, puisqu'elle procure effectivement une protection par la loi pénale contre le négationnisme, ce qui est bien l'objectif de la décision cadre. Alors, sur le plan philosophique, il se trouve qu'au niveau de notre analyse, nous ne pouvons pas, je ne pense pas qu'il est possible d'opposer aux survivants le fait que les États qui se sont engagés à mettre en place un tribunal international n'ont pas été au bout de leur engagement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir analyser davantage, étudier en profondeur, mais on ne peut pas opposer ce manque cette irresponsabilité, ce manque de responsabilité aux survivants des victimes. Là, à plusieurs reprises, maître, vous avez mis en évidence la question donc d'une commission parlementaire. Vous avez soulevé cette question. Est-ce que vous pouvez nous en indiquer les raisons et la teneur? Bien sûr. Alors, j'ai indiqué au début de notre intervention que sur le site internet, le Conseil constitutionnel avait donc déjà condamné la loi 2001, qu'il avait le pouvoir, effectivement, ce serait bien sûr à tort, mais on a le pouvoir de la valider. Et je dis cela, on ne peut pas l'accepter. En tant que républicain, en tant que démocrate, nous sommes obligés de rappeler au Conseil constitutionnel qu'il est tenu en tant que juge, comme tout organe juridictionnel, à un devoir d'impartialité absolue. C'est d'ailleurs ce principe que 2 de ses membres, aujourd'hui, ont appliqué volontairement, puisque nous apprenons par qu'elle a enchaîné
du 15 février 2012 que M. Hubert Haenel et Mme Jacqueline Schmitt ont déjà déclaré qu'ils s'abstiendraient de siéger parce qu'ils s'étaient déjà prononcés publiquement sur la loi de 2001. Nous, dans notre requête, dont j'ai saisi le Conseil constitutionnel pour 85 mandants auxquels se sont joints plusieurs centaines de personnes aujourd'hui, on ne doit pas être très loin des 500 requérants, eh bien, nous faisons valoir une cause objective de régulation, puisque, sauf à ce que certains membres du Conseil constitutionnel se désolidarisent de la déclaration publique, de cette prise de position publique du Conseil constitutionnel, ce que aucun membre n'a fait à ce jour, chacun des membres du Conseil constitutionnel est réputé adhérer à cette doctrine. Donc, est réputé partager le préjugement du Conseil constitutionnel, donc est réputé dire, comme cela est publié sur le Conseil, que la loi de 2001 ne serait pas normative et donc elle devrait être déclarée inconstitutionnelle. C'est public, c'est notoire. Dans les textes qui régissent le Conseil constitutionnel, l'ordonnance du 7 novembre 58, dans le décret d'application de 1959, il est expressément mentionné que les membres du Conseil constitutionnel doivent être impartiaux, doivent exercer leurs fonctions en toute impartialité. De même, dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire l'examen a posteriori, une fois que la loi a été promulguée dans le cadre d'un procès, il est prévu par le règlement du 4 février 2010 relatif aux questions prioritaires de constitutionnalité la possibilité expressément de récuser un membre du Conseil constitutionnel. Donc, le Conseil constitutionnel connaît à l'évidence très bien cet impératif qui s'impose à lui, et je répète que 2 membres volontairement déjà ont appliqué. Ce que nous regrettons, c'est qu'aujourd'hui nous n'ayons pas de réponse de la part du Conseil constitutionnel. Il me semble délicat de nier l'existence de cette requête, puisque nous avons fait sur la preuve qu'elle a été reçue. Le Conseil était saisi le 4 février, et ce que nous lui demandons, dans le respect des principes constitutionnels, parce que l'exigence d'impartialité procède aussi de la garantie des droits, l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est la constitutionnelle. Cela procède également de l'article 6 de la même Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui prévoit le droit personnel de chaque citoyen à concourir à la formation de la loi. Donc si, personnellement ou par l'intermédiaire des représentants de la nation, le citoyen peut participer à la formation de la loi, il a le droit également de la défendre. Or, c'est ce que nous faisons dans le cadre de cette requête en accusation. Nous défendons la loi, vous voyez, Frétorian votée le 23 janvier 2012, par les moyens de droit, par les voies juridictionnelles, et un de ces moyens de défense, eh bien, c'est la procédure de récusation qui est expressément prévue par les textes. Donc, cette requête ne peut en aucune façon être interprétée comme pouvant atteindre l'indépendance ou la dignité des fonctions des membres éminents du Conseil constitutionnel. Nous leur demandons, par cet acte solennel, de, en conscience, faire le constat qu'ils ne peuvent pas juger cette affaire puisqu'ils l'ont déjà vu sur leur site internet. C'est le Conseil constitutionnel qui a créé lui-même les conditions de sa propre récusation, à lui donc d'assumer cette responsabilité. Mais si jamais le Conseil devait statuer au fond, je répète, il ne peut pas faire en appliquant nos règles constitutionnelles, il doit s'appliquer. Et s'il devait s'appliquer au fond, nous aurions donc à envisager, bien évidemment, la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, et nous aurions fait le nécessaire, nous aurions, sur le plan de la recevabilité de cette éventuelle requête devant la Cour européenne, nous aurions épuisé les voies de recours internes. C'est pour cette raison également que dans cette perspective processuelle, il fallait absolument saisir le Conseil constitutionnel d'une requête en récusation.
Pourquoi maintenant la commission d'enquête parlementaire? Parce que même si le Conseil validait la loi de 2012, la loi de 2019, il resterait une information. Est-ce que le Conseil constitutionnel a le droit de publier sur son site des informations qui laissent apparaître nettement qu'il a déjà statué sur une loi dont il peut connaître, et aujourd'hui il en est saisi. Et le seul organe capable de faire la lumière sur ce dysfonctionnement manifeste, c'est le Parlement. Et l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires, dans son article 6, prévoit expressément la possibilité de créer, par une résolution, une commission d'enquête parlementaire qui pourra se saisir de n'importe quel fait et également de problèmes liés à la gestion des services publics. Alors là, c'est bien ce dont il s'agit. Nous souhaitons que toute la lumière soit faite sur ces faits, c'est-à-dire sur la publication litigieuse, sur le site internet officiel du Conseil constitutionnel, et qui, étant un service public, répondant donc à l'exigence de justice, c'est une exigence constitutionnelle, il faudra que le Conseil constitutionnel, notamment son président, Jean-Louis Debré, eh bien, rende des comptes. Et c'est aussi une obligation prévue par la Constitution, notamment l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ce que nous demandons, c'est bien donc la stricte application du droit et de nos règles constitutionnelles françaises. Alors, je voudrais revenir 2 minutes sur cette action populariste qui a permis de regrouper plusieurs centaines de mandats. Il faut savoir que c'est la deuxième fois, c'est la seconde fois que nous sollicitons nos concitoyens pour qu'ils puissent, par l'intermédiaire d'un mandat, appuyer une démarche juridique. La première fois, ça a été en direction de l'action vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la destruction du cimetière de Sofra, en Afrique Cheval, et donc cette fois-ci, on se trouve donc face à une saisie du Conseil constitutionnel. Je pense que pour nos concitoyens, c'est très très important de pouvoir, par le biais de ce type de démarche, participer à une action citoyenne qui débouche sur une action juridique. Alors, par contre, nos concitoyens aussi peuvent se poser certaines questions. Parce que il y a 2 démarches en face à nous. Nous avons la première démarche qui est la décision de constitutionnalité d'un texte de loi par le biais du Conseil constitutionnel. Et ensuite, il y a aussi l'autre démarche qui est la question prioritaire de constitutionnalité d'un texte de loi. Alors effectivement, au niveau des chronologiques, ça ne se passe pas au même moment, mais pour nos concitoyens, est-ce que vous pourriez nous donner quelques explications? Bien sûr. Comme je l'indiquais tout à l'heure, on a aujourd'hui en France, depuis une réforme constitutionnelle de la 3e de 2008, 2 systèmes de contrôle de constitutionnalité des lois. Un contrôle a priori, ça veut dire après le vote définitif de la loi, mais avant la promulgation par le président de la République, et un contrôle dit a posteriori, après la promulgation de la loi, dans le cadre d'une instance juridictionnelle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui donc la question prioritaire de constitutionnalité, en abrégé donc QPC. Si la loi est déclarée constitutionnelle dans la décision du Conseil constitutionnel, elle ne peut plus, sauf fait nouveau, être examinée dans le cadre d'une QPC. Si maintenant le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur la constitutionnalité, elle peut faire l'objet d'une QPC à l'occasion, par exemple, de poursuites pénales contre un négationniste. Mais dans le cadre de la QPC,
Le contrôle est encore plus restreint que celui que j'ai indiqué. Il s'agit, je rappelle, d'une loi de transposition du municipal local, puisque le Conseil constitutionnel juge que la question de la transposition fidèle de la décision cadre ne peut pas être invoquée dans le cas de la QPC n'ayant vocation qu'à contrôler l'atteinte éventuelle par la loi à des droits ou libertés constitutionnelles. Donc, s'il y avait une QPC, la marge de manœuvre de l'auteur de cette QPC serait très réduite. Donc, ce qu'il faut vérifier aujourd'hui, c'est de savoir si le Conseil constitutionnel peut juger. J'ai répondu déjà non. Il ne peut pas juger parce que il s'est lui-même disqualifié, publiant une condamnation d'avance sur son site internet. Et ensuite, s'il jugeait, donc dans le cadre du contrôle a priori, j'ai répondu que de toute façon, il n'y a aucun grief sérieux d'inconstitutionnalité. La seule possibilité dont a le Conseil, c'est s'abstenir. S'il s'abstient, effectivement, il pourrait y avoir dans le principe, s'il s'abstient, le président de la République va avoir l'obligation de promulguer la loi, celle-ci devra être publiée au journal officiel, et elle pourra entrer en vigueur. C'est-à-dire que s'il y a des faits de négationnisme, les auteurs de ces faits pourront être déférés devant les juridictions correctionnelles. Et à cette occasion, une QPC pourra être soulevée par le prévenu. Le tribunal correctionnel sera chargé d'examiner si cette question est sérieuse, s'il y a des moyens qui semblent opérants, décider éventuellement de transmettre la QPC à la Cour de cassation, la Chambre criminelle, qui elle-même aura la tâche de renvoyer ou pas, selon les mêmes critères, la QPC au Conseil constitutionnel. Voilà le mécanisme tel qu'il existe dans le droit positif et les perspectives qui s'ouvrent selon que le Conseil va statuer, au fond, en validant éventuellement la loi, ou l'invalider, ou selon qu'il ne statuera pas, puisque la seule solution conforme au droit, c'est qu'ils s'abstiennent collectivement de juger cette affaire. Alors, suite à une situation que je considère relativement ennuyeuse, suite à un appel au boycott de la part de certaines organisations, de notre procédure, vous mandatant pour une saisine du Conseil constitutionnel, j'ai déclaré que pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme et accéder à la recevabilité du recours, il était nécessaire de saisir toutes les voies de recours internes en France. Alors, contrairement à ce qui a pu se passer à Djoura, en Afrique Kéman, où là, on était dans une situation complètement différente. Puisque vous savez très bien qu'il y a une agressivité permanente de l'État d'Azerbaïdjan en direction des populations arméniennes et des populations civiles. Donc, on est véritablement dans une situation, une configuration complètement différente de ce que l'on peut vivre en temps de paix en France actuellement et par rapport à toute cette démarche juridique. Nous aimerions avoir votre avis sur cette question. Alors, effectivement, il semble assez regrettable que des organisations censées qui se proclament comme représentant la communauté arménienne en France, je pense spécialement au CCF, aient cru pouvoir venir critiquer notre démarche citoyenne, parfaitement fondée en droit, et appeler à ne pas signer les mandats, donc concrètement à boycotter donc cette procédure pourtant nécessaire. C'est doublement regrettable parce que cela ne permet pas correctement d'informer les personnes qui voudraient, arméniennes ou non arméniennes, parce que c'est une démarche citoyenne, c'est une procédure française. Nous sommes français, nous agissons en France selon le droit français. Donc les personnes qui voudraient
agir sont mal informés, sont même désinformés, d'une part, et d'autre part, comme vous le signalez tout à l'heure, Monsieur le Président, pour saisir éventuellement la Cour européenne des droits de l'homme, il faut la Convention européenne des droits de l'homme et le règlement de procédure devant la CEDH qui l'impose, il faut épuiser les voies de recours internes. Si à un moment donné, devant la Cour européenne des droits de l'homme, vous êtes amené à dire oui, mais j'ai un moyen tiré du manque d'impartialité du Conseil constitutionnel, la Cour européenne pourra vous répondre, et sur ce moyen, vous êtes irrecevable, parce que vous n'avez pas soulevé ce moyen devant la juridiction alors que vous étiez à temps de le faire. Nous ne pourrons pas, nous, essuyer ce grief. Ce grief ne nous pourra pas, aux personnes qui ont saisi, notamment les 85 mandants qui ont saisi le Conseil constitutionnel, ne pourra pas leur être opposé parce que eux ont épuisé les voies de recours internes. Voilà pourquoi il était nécessaire, et sur le plan des principes, je dirais, d'éthique républicaine et les principes de droit, notamment le droit constitutionnel et le droit conventionnel, de saisir le Conseil pour que lui-même règle. Il n'y a pas d'autre juridiction. De toute façon, c'est à lui à régler cette question. Et la seule solution que commande le droit, c'est que, compte tenu de cette cause objective de récusation, puisque c'est lui, le Conseil, qui a décidé de publier, eh bien, il doit s'abstenir de juger la loi qui a été déférée par les parlementaires, que je qualifie de légicide parce que ils sont allés au-delà. En saisissant le Conseil constitutionnel, ces parlementaires ont abusé du droit de saisir. Ils disaient c'était un droit de saisir, mais là, c'était un abus caractérisé parce que ils saisissaient un juge dont ils savaient à l'avance qu'il pouvait leur donner raison, et s'il statue qui allait leur donner raison dans la mesure où, justement, la loi de 2001 est déjà condamnée, ce que ces parlementaires ne pouvaient pas ignorer. Et c'est ce qui avait justifié que le 27 janvier 2012, j'écrive à nouveau au chef de l'État pour lui demander, nous étions donc avant la saisie du 31, pour lui demander, sans emparer immédiatement, de promulguer la loi, puisque c'était son obligation constitutionnelle, l'article 10 de la Constitution forcément, et également tiré de l'article 5 de la même Constitution du 4 octobre 58, qui désigne le président de la République comme étant l'arbitre constitutionnel du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est à lui à faire en sorte que la Constitution soit respectée. Or, on ne peut pas considérer que ce soit le cas aujourd'hui, puisque le Conseil constitutionnel est saisi, mais il est saisi contrairement à la Constitution, puisqu'il ne peut pas juger cette affaire. Le Conseil constitutionnel est manifestement partial. C'est donc une donnée qui est objective, qui est publique, et le chef de l'État devait en prendre acte et dire, effectivement, je ne peux pas considérer cette saisine du Conseil constitutionnel comme étant régulière, elle est même manifestement inconstitutionnelle, donc je vais prendre mes responsabilités de chef de l'État, je vais appliquer l'article 5 et l'article 10 de la Constitution, et je vais promulguer immédiatement. Nicolas Sarkozy n'a pas décidé ainsi, ce que je regrette profondément, de même qu'il n'a pas répondu, ce qui laisse entendre qu'il n'a rien à me répondre. Nous verrons ensuite ce que décidera le Conseil constitutionnel, et chaque autorité, chaque responsable politique devra à ce moment-là rendre des comptes. C'est ce que nous allons demander, et nous réaffirmons notre volonté de leur créer une commission d'enquête parlementaire. C'est la stricte application de notre Constitution, notamment l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1780. Alors, merci, Maître. Nos concitoyens, nos compatriotes doivent bien comprendre. Aujourd'hui, la question du génocide des Arméniens ne doit pas rester sur un terrain uniquement politique. Et cette question, elle doit, et on a expliqué les raisons, on a des textes ici qui permettent de le faire. Cette question doit absolument passer sur le stade du domaine juridique. Donc, il faut savoir que, parallèlement à cela, le Conseil national d'Arménie occidentale a décrété au mois de mai 2011 la constitution d'une commission spéciale chargée donc de mettre
placer dans le domaine économique la question du génocide du peuple arménien. Donc nous sommes dans cette procédure, nous allons poursuivre cette procédure puisque vous comprenez bien que cette démarche va avoir des conséquences au niveau européen. Bien entendu, nous restons, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine juridique, que ce soit dans le domaine même historique, nous restons à votre entière disposition. Vous pouvez très facilement rejoindre nos sites sur Internet, obtenir nos emails, que ce soit l'email de Maître Philippe Krikorian, ou que ce soit l'email du Conseil national. Et ainsi, nous pourrons en permanence rester en communication et approfondir tous les domaines qui concernent et la question arménienne et la question juridique du génocide du peuple arménien. Voilà, nous souhaitons vous remercier. Si vous permettez de et je donne la parole finale à Maître Philippe Krikorian. Je voulais ajouter simplement que cette démarche, cette requête en accusation qui réunit, donc je disais tout à l'heure, plusieurs centaines de personnes et même des Français, des personnes hors France, non arméniennes, elle est absolument nécessaire. Parce que si nous pensons aux générations futures, quel jugement celle-ci pourrait porter sur la situation actuelle que nous vivons? Que pourrait penser un enfant qui apprendrait que ses ancêtres, alors qu'ils savaient qu'il y avait des façons d'agir, des moyens juridictionnels à mettre en œuvre, qu'ils savaient que, en l'occurrence, le Conseil constitutionnel avait pris une position publique, que cela était contraire au texte français, et bien que personne n'aurait agi. Ce grief, aujourd'hui, on ne peut pas nous le faire. Nous avons agi selon le droit, nous avons employé tous les moyens juridictionnels existants pour faire en sorte que la loi qui a été adoptée définitivement le 23 janvier 2012, la loi de Krikorian, soit promulguée et qu'elle intègre l'ordonnancement juridique français de telle sorte qu'une efficace protection par la loi pénale soit accordée aux victimes du négationnisme, le négationnisme dirigé contre le génocide arménien et contre toutes les victimes d'autres génocides qui pourraient dans l'avenir être reconnus par la loi française. Cette démarche est donc universelle parce que la lutte contre le négationnisme est bien universelle. Je vais terminer sur le mot de Portalis, immense jurisconsulte français, père du code civil, dont la formule me semble à propos, c'est que lorsque vous êtes confronté à une situation pareille, eh bien, les orateurs pourront manquer, comme il disait, aux circonstances, mais les circonstances ne manqueront jamais aux orateurs. Nous nous sommes saisis de circonstances qui nous faisaient face, auxquelles nous ne pouvions pas nous dérober. Nous avons assumé notre responsabilité et nous attendons que les autorités nationales en fassent de même, le droit et la raison universelle. Au nom de notre Conseil et au nom de l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale, on voulait donc vous remercier de votre expertise et nous restons à la disposition de nos concitoyens pour toute prochaine explication complémentaire. On vous remercie. Merci.